French Boss vous est présenté cette semaine par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA, Bachelors of Business Administration, est une voie qui détonne dans le catalogue des programmes Schema. Après le lycée, ce programme en 4 ans, basé à Raleigh, en Caroline du Nord, permet aux étudiants de suivre une formation imprégnée d'international et d'expériences multiculturelles. Le diplôme est reconnu partout dans le monde, possible 100% en anglais, et offre aux étudiants la possibilité d'accéder au marché de l'emploi rapidement, sereinement et à l'international. Bonjour à tous. Comment passer d'une entreprise française récemment privatisée à une entreprise anglaise complètement privée, passer du métier d'ingénieur à celui de commercial pour devenir entrepreneur? Comment fait-on? Eh bien, toutes ces questions, on va les poser à celui qui va être avec nous pendant la demi-heure à venir, notre French Boss de la semaine. Il est avec nous depuis Londres, Thierry Rodier. Bonjour. Bonjour. Thierry, Merci de on va vous m'avoir poser invité. toutes ces questions. Je ne vous prends pas en traître. On vous a prévenu sur les questions qu'on allait vous poser. Auparavant, une question sur la ville qui est derrière moi. C'est une photo que vous-même m'avez envoyée, la ville de Londres, dans laquelle vous vivez et vous travaillez aujourd'hui. J'aimerais savoir de quelle manière la ville de Londres a participé à votre vie professionnelle, de quelle manière elle a impacté peut-être votre vie professionnelle, Thierry. Oui, c'est une très bonne question. Moi, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. Je suis parti en 2003 étudier aux États-Unis, à faire un MBA. Ça a changé ma vie complètement. Bon, le niveau des cours était excellent, mais je dirais que c'est plutôt l'ouverture à l'international, au monde anglo-saxon. Et donc, quand je suis rentré de ce MBA en France, je travaillais pour EDF. Et ça m'est paru évident qu'il fallait que je reconnecte avec le monde anglo-saxon. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la filiale de trading d'EDF à Londres, EDF Trading. Et j'y suis parti en 2007. J'y suis resté 7 ans. J'étais ce qu'on appelle dans le jargon en origination, c'est-à-dire que j'ai essayé de faciliter des opérations de trading en électricité, en gaz, en émissions, en charbon, en LNG. Et donc, pour moi, Londres, c'était le monde anglo-saxon, mais c'était aussi et surtout une ville très internationale. Paris est très international, mais je trouvais que Londres, au niveau professionnel en tout cas, je dirais que Paris, c'est plus l'aspect touristique qu'on retient quand on parle de l'international. Londres, ça a été, c'est une effervescence. Toutes les nationalités, toutes les zones du monde sont présentes à Londres. Et puis, moi qui suis entrepreneur, je pense que j'avais ça en moi depuis longtemps. Il y a cet esprit, cette ouverture, cette prise de risque qui m'a tout de suite plu. Donc, je me suis vraiment beaucoup épanoui à Londres, et professionnellement et personnellement. Oui, justement, parce que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est précisément parce que vous êtes un entrepreneur français à l'étranger. Vous venez un petit peu de le suggérer, je voudrais revenir un petit peu dessus brièvement. La ville de Londres est un accélérateur, quand on démarre comme entrepreneur, est un accélérateur avec l'énergie qu'elle déploie. Est-ce que ça aide de créer Oui, quelque chose à absolument, Londres? absolument. Et je sais encore une fois que Paris et la France ont fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là, mais malgré tout, l'aspect culturel, il prend beaucoup de temps à changer. Et je pense qu'il y a encore énormément d'avantages de Londres de ce point de vue-là. Moi, quand je me suis lancé, je suis parti quasiment d'une page blanche et tout est facile à Londres. D'abord, encore une fois, on est pris au sérieux quand on part de rien. Il y a pas, il y a une ouverture d'esprit. Moi, j'avais des rendez-vous avec des gens de très haut niveau tout de suite. Maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai beaucoup plus d'expérience. Le business est beaucoup plus établi. Mais dès le début, les gens m'ont fait confiance. C'est très facile d'un point de vue concret de lancer une entreprise. Ça prend 5 minutes en Angleterre. Les coûts, de manière surprenante, on dit toujours que Londres est cher et c'est vrai pour l'immobilier. C'est beaucoup moins vrai pour le business. On peut monter une boîte pour quasiment rien. Moi, je me souviens qu'au début, j'ai démarré dans des bureaux. J'avais un accord en fait avec une entreprise partenaire qui m'a accueilli gratuitement. Et puis, je leur reversais un petit peu d'argent si je faisais des opérations. Donc, il y a toujours des solutions pour des entrepreneurs créatifs et motivés. Je pense que Et, ça, c'est une très grande force de Londres. ouais, et donc, un bon accueil des Anglais pour le Français qui veut monter sa boîte chez eux, il est globalement bien accueilli. C'est ce que vous êtes en train de Oui, dire. alors je dirais, au risque, je suis aussi né anglais, hein, j'ai la nationalité anglaise, mais au risque Ah, de ce fâcher qui peut certains être Anglais,
peut-être que ça change un peu quelque chose. Oui, alors je l'ai eu que très récemment, hein, la nationalité D'accord. anglaise. Je dirais, au risque de fâcher les Anglais, pour moi, Londres, c'est avant tout international. C'est-à-dire que, oui, j'ai travaillé avec des Anglais, oui, les Anglais nous accueillent. Ils sont très pragmatiques, hein, donc quand il y a des choses intéressantes que vous pouvez leur apporter, ça se passe bien. Mais mon expérience de Londres, elle est très internationale. L'entreprise dont je vous parlais qui m'a accueilli, elle était fondée par un Libanais. Ouais, J'ai fait du business. Mes premiers deals, c'était avec des Hollandais. Enfin bon, Londres, pour moi, c'est, je dirais, avant plus que l'Angleterre, c'est une ville internationale. Moi, dans ce que je fais dans l'énergie, l'Asie a une place très importante, l'Inde, la Chine, et vous retrouvez tous les grands noms de ces pays-là à Londres, ce qui est encore une fois moins le cas, je trouve, à Paris. Encore que, avec humilité, je peux dire que ça fait très longtemps, ça fait maintenant 15 ans que je suis plus à Paris. Donc, peut-être que les choses ont évolué. Je crois qu'elles ont évolué dans le bon sens, mais en tout cas, à Londres, voilà, on a le Moyen-Orient, l'Asie qui est présente. C'est dans mes métiers, c'est très important. Alors Thierry, on va un petit peu revenir sur cette carrière qu'on évoquait brièvement au début de cette émission, avec déjà un switch qui est quand vous êtes passé du métier d'ingénieur pour lequel vous aviez été formé, euh, vous êtes passé au métier de commercial, enfin vous avez évolué, vous allez nous raconter ça beaucoup mieux que Oui. moi. Mais est-ce que le métier d'ingénieur, vous en aviez fait le tour? Est-ce que vous estimiez qu'il fallait passer à autre chose ou est-ce que ça s'est fait malgré vous, je dirais? Alors, moi, j'ai fait un master à l'école centrale, mais j'ai fait une école de commerce avant. Donc, j'avais déjà un profil D'accord, assez d'accord. business et commercial. Oui, Je me suis posé la question, mais si vous voulez, mon tempérament a toujours été, bon, c'est l'enjeu d'une vie professionnelle et d'une vie tout court, c'est de se connaître et de faire ce pourquoi on est fait. J'ai toujours eu cette fibre, cette capacité je veux dire, à convaincre mes interlocuteurs, donc cette fibre commerciale. Bien qu'ayant fait des études par moments techniques. Donc j'ai fait en fait très peu de. J'ai fait un stage dans une boîte industrielle, Vallourec, il y a beaucoup d'années au tout début de ma carrière. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu en banque. J'ai fait un peu de politique aussi. J'étais impliqué dans la vie publique à un moment. Et ensuite, j'ai véritablement commencé ma carrière dans l'énergie, dans la fusion-acquisition. Et fusion-acquisition, c'est un domaine qui est extrêmement complet il y a les aspects techniques. Il faut comprendre comment une centrale, par exemple, euh, d'électricité fonctionne. Il y a aussi des aspects légaux, des aspects commerciaux, de négociation, etc. Donc, c'est là que j'ai appris en fait mon métier dans l'énergie. Et puis, j'ai complété ça ensuite par l'expérience de trading plus pure à EDF Trading à Londres. Ça, c'est un nouvel aspect de votre personnalité qui peut-être ressort pas énormément dans les documents qui vous concernent et qu'on peut lire sur Internet. C'est l'aspect effectivement businessman, parce que la fusion-acquisition, on pense business immédiatement. Absolument. Absolument. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais dans le service fusion-acquisition d'EDF au début des années 2000 où EDF avait une grosse enveloppe à investir et je me suis retrouvé en charge de projets d'acquisition en Europe et aux États-Unis. Et c'était absolument, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. C'était absolument passionnant. Et j'étais en face d'un certain nombre, là pour le coup, d'hommes d'affaires expérimentés. Je me souviens par exemple d'avoir été en charge là, ce n'était pas une acquisition, c'était une vente d'une filiale de communication d'EDF à Patrick Drahi, qui est maintenant bien connu. À l'époque, il Ah l'était bah oui, bien moins. sûr. C'était au tout début d'Altis. BFM Voilà. TV, RMC, Voilà. Et donc, c'était au tout groupe de début de presse. son aventure. En fait, il venait je crois que c'était sa deuxième acquisition, celle pour laquelle on a négocié. Ça m'a évidemment beaucoup inspiré, beaucoup formé. Maintenant que je suis entrepreneur, je me souviens il venait au round de négociation. Alors, il était reçu à EDF. On était toute une grande tablée de négociateurs. Et lui, il arrivait tout seul. Il venait en EasyJet. Donc, j'avais déjà, si vous voulez, pour moi qui était dans un grand groupe, c'était déjà très inspirant de voir qu'il arrivait tout seul. Il avait préparé son dossier, préparé le contrat, etc., tout seul. Il voyageait à moindre frais. Donc, tout ça, ça a infusé. On est devenus assez proches ensuite. On est resté en contact. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup inspiré d'être en contact avec ce type C'est marrant, Thierry, ce que d'entrepreneur. vous nous dites, parce que nous, on discute donc à longueur d'année avec des gens comme vous, ce qu'on appelle des French boss, donc des entrepreneurs français à l'étranger, et on s'aperçoit que souvent,
une petite flamme a été allumée chez ces gens-là, les gens comme vous, par un homme. Récemment, on a eu un entretien avec un homme qui avait travaillé avec Elon Musk et ça a changé sa carrière, ça a changé la vision de sa vie professionnelle jusqu'à devenir entrepreneur après avoir observé Elon Musk. Souvent, Oui, une carrière d'entrepreneur démarre sur un nom d'une personne avec laquelle vous avez travaillé et qui, d'une certaine oui. manière, vous avez ébloui. Oui, J'ai alors l'impression que c'est le cas. c'est une bonne question. Moi, la flamme était déjà là avant ça. En fait, j'ai eu la chance d'être président d'une grosse association étudiante qui s'appelle la Course Croisière EDEC. Donc, j'avais 20 Ah ans. oui, oui. Et donc, j'étais déjà un petit chef d'entreprise avec des étudiants comme équipe, ce qui n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas payés, donc il faut trouver d'autres moyens pour les motiver. Et à cette époque-là, j'avais notamment rencontré pas mal de sponsors de l'événement et là aussi des entrepreneurs. Et déjà, je me souviens que je demandais, c'est curieux, hein, je ne sais pas d'où ça venait, je demandais déjà à ces entrepreneurs comment ils avaient fait pour démarrer, est-ce qu'ils me conseillaient de démarrer tout de suite. Je me souviens très bien qu'ils m'avaient tous dit, très sagement, apprends d'abord ton métier chez les autres et ensuite tu pourras te lancer. C'est ce que j'ai finalement fait, mais c'est en vous parlant que j'y repense. Tout ça, c'est presque inconscient comme processus. C'est marrant parce que vous venez de parler de l'EDEC. L'EDEC, c'est une école de commerce qui était à Lille Oui, et qui organisait chaque année une très importante régate. Donc là, on touche c'est au ce que. milieu du sport. Quand Voilà. on préparait cette émission, qu'on a eu l'occasion de parler tous les deux, vous m'aviez dit que vous étiez en train de faire du surf au Portugal. Oui, Est-ce que le oui. sport, alors je pense que le sport est quelque chose qui, quelque part, a compté dans votre vie. Est-ce que connaître le sport, quand on veut lancer quelque chose, devenir entrepreneur, c'est quelque chose d'important? Moi, j'ai Ah oui. l'impression que oui. Ah oui, pour moi, le sport, alors j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'avais deux sports quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de tennis et j'ai été également très actif dans le jeu d'échecs. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions nationales, internationales en jeu d'échecs. Et je parle de l'âge vraiment préadolescence, quoi. J'étais vraiment, j'ai eu la chance d'être dans un collège dans lequel je faisais plusieurs heures de jeu d'échecs par jour. Et donc, j'ai découvert ce qu'apporte le sport et la compétition, c'est-à-dire ce que je retrouve maintenant dans le business, c'est le focus, le travail, non pas le travail 2-3 jours et puis on arrête, mais le travail sur la durée, la consistance, les progrès incroyables, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose de manière concentrée, on arrive à se développer petit à petit, comme dans un business. Également, la résistance aux défaites, aux échecs, savoir se relever, ça tous les entrepreneurs le disent, mais c'est vrai. Dans mon histoire aussi, il y a eu des moments très très difficiles. Et le sport, la compétition apprend ça parce que moi, j'ai des souvenirs encore maintenant de matchs que j'ai perdus alors que je menais un 7 à 0 et 5 jeux à 2. Je me Moi souviens plus aussi. exactement du score, mais je me souviens que j'en dormais pas. Enfin, et cette capacité à mettre ça de côté, à repartir, à s'entraîner, à s'améliorer, ça, c'est des notions qui, dans l'entrepreneuriat, sont absolument essentielles. Thierry, ça fait 12 minutes 57 qu'on parle ensemble et on n'a toujours pas prononcé le nom de Cadogan Commodities. C'est pourtant la société que vous avez créée au mois de juillet 2014. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans. Oui. Parlez-nous de ce jour où l'ancien ingénieur, l'ancien commercial, l'ancien homme d'affaires a décidé de se lancer tout seul avec un nouveau concept d'activité d'une certaine manière. Oui, écoutez, ça a été une aventure. Euh, je dirais que j'avais, comme on l'a déjà évoqué, j'avais ça en moi, cette envie de créer ma propre affaire. Ça venait d'un sentiment quand j'ai travaillé pour des grands groupes et j'ai eu beaucoup de chance, hein, à EDF Trading, c'est des entreprises absolument extraordinaires. J'ai toujours eu ce sentiment de ne pas vraiment appartenir à ce monde-là et toujours euh, comment dire, j'avais, par exemple, vous savez, tout ce qu'il y a dans les, c'est pas spécifique à ces noms-là, à ces entreprises-là, mais tout le temps qu'on passe quand on est dans une grande entreprise, dans des réunions, le manque d'efficacité, euh, les lourdeurs, etc. Et j'avais toujours, la vie professionnelle, elle prend énormément de temps de la vie, et j'avais toujours cette amertume, en tout cas, ce sentiment que je perdais un peu mon temps dans ce genre. Donc, j'avais vraiment envie de créer ma structure. J'ai attendu d'avoir suffisamment d'expérience, de savoir-faire. Et comme je le disais, je suis parti quasiment d'une page blanche.
J'ai eu beaucoup d'aide et presque de miracles au début. J'ai eu des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit bah, tiens, pourquoi tu ne te lances pas sur tel produit et on va t'aider. Et j'ai eu un peu la chance du débutant. Au début, j'ai eu vraiment beaucoup de réussite en commençant à travailler en tant que broker sur ces produits de l'énergie. Et après, j'ai fait les erreurs typiques. Donc là, j'ai la chance de pouvoir maintenant donner et essayer d'aider d'autres entrepreneurs qui sont à un stade plus récent de leur création d'entreprise. Et moi, mon expérience, ça a été que j'ai été un peu grisé par mes premiers résultats, mes premières réussites. Et j'ai embauché, je me suis développé trop vite. Donc, j'ai ajouté des coûts, ce qui met beaucoup de pression. Donc, j'ai beaucoup appris de ça. Et en fait, Cadogan Commodities est devenu, on est toujours très petit, hein, on n'est pas une grosse entreprise, mais enfin, on s'est beaucoup développé. Et maintenant, on est actif sur quasiment tous les secteurs de l'énergie, notamment dans ce qu'on appelle le physique, c'est-à-dire l'échange de cargo, de gaz, de charbon. On est très actif sur le green, sur le vert. Donc, au fur et à mesure des années, avec des hauts et des bas, des difficultés, des challenges, on est maintenant relativement bien installé. Dans certains marchés, on est même leader. On a une activité également de recherche qui me rend très fier, même si c'est pas moi qui suis l'artisan principal de ce travail-là, mais enfin, c'est évidemment mon entreprise. On a des clients dans le monde entier qui achètent notre vision du marché. Tous les matins, on envoie très tôt, hein, vers 4 heures du matin, des rapports sur les marchés du charbon, les marchés du gaz, les marchés de l'énergie en Europe, les marchés maintenant des carbone offset, c'est-à-dire des crédits carbone. Et ces rapports sont payants et comme je le disais, on a des clients très prestigieux et ça nous rend très, 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 très fiers, effectivement. Vous venez de prononcer le mot, mais c'est vrai que c'est un mot que j'avais vu à l'occasion de plusieurs hashtags qui vous concernaient, le mot carbone. Et là, ça induit autre chose. On se dit, le gars, il a également une sensibilité très, très écologique, très, très actuelle finalement. Oui, alors, ce qui est original, disons, dans ma carrière, c'est que j'ai commencé assez vite. Au milieu des années 2000 à EDF, j'ai été un moment en charge des acquisitions dans le renouvelable. Donc, j'ai été exposé à ces questions à l'époque où c'était beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. Et puis, en allant à EDF Trading à Londres, j'ai commencé à faire du trading de gaz, d'électricité. Je me suis un peu éloigné, j'en ai toujours fait un petit peu, je me suis un peu éloigné du vert. Et là, je suis très content que Cadogan y revienne. On a plus de la moitié maintenant de notre chiffre d'affaires qui est en biomasse ou dans les carbone crédits. Donc, on est vraiment, on continue à faire du gaz, à faire du charbon, mais on est aussi de plus en plus impliqué on a des projets d'ailleurs très importants dans les crédits carbone. Donc, cette activité devrait continuer à progresser au sein de notre chiffre d'affaires, ce qui effectivement me plaît en tant que citoyen parce que, si vous voulez, c'est très important d'être en phase avec ce qu'on fait. Et donc, souvent, je me disais, ma mère, par exemple, me critiquait souvent quand je lui disais que je faisais des grosses opérations de charbon. Elle me disait, et la planète. Bon, je ne veux pas cracher dans la soupe. Hein. Je pense que j'ai appris énormément. C'est des métiers, dans ces secteurs-là, c'est extrêmement concurrentiel, le charbon, le gaz. J'ai appris mon métier grâce à ces énergies-là. Et je suis très content maintenant de pouvoir le mettre aussi au service d'énergie propre. Mais cette petite flamme des énergies renouvelables, de l'écologie, tout ça, vous avez dit que vous l'aviez véritablement découverte dans le boulot à l'EDF. Mais est-ce que, jeune, quand votre mère vous grondait, est-ce que vous estimiez déjà avoir cette petite flamme dans la tête? Parce que oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, on rendre. n'en parlait pas à l'époque. On n'en parlait pas. Ouais, il faut rendre à César. C'est vrai que ma maman est extrêmement engagée sur ces questions-là. Tout petit, j'allais avec elle à l'épicerie biologique. À l'époque, il y en avait très peu. On faisait des trajets pas possibles pour aller acheter les bons produits. Donc, j'avais ça en moi. Mais bon, encore une fois, il faut beaucoup d'humilité. Hein. Je suis pas non plus là avec une mission. Mais je suis en tout cas très content que Cadogan Commodities devienne un acteur aussi maintenant reconnu sur les métiers du carbone. Alors, Cadogan Commodities, effectivement, vous venez de le dire, devient un acteur reconnu dans ce secteur. On va évoquer la vie financière, évidemment, de Cadogan Commodities, parce que c'est évident qu'on ne peut pas en faire l'économie. Auparavant, je vais revenir avant sur une petite phrase que vous avez dit tout à l'heure, Thierry. Vous avez dit « j'aide des jeunes maintenant à monter
des startups. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que ça veut dire que vous-même êtes devenu investisseur? Alors, pour l'instant, non, parce que notre boîte s'est énormément développée récemment et mon focus financier a été dans mon entreprise. Donc, j'en suis pas indirectement, oui, mais moins directement. Je commence à regarder. En revanche, ce que j'essaie de faire, c'est dès que j'entends par mes différents réseaux quelqu'un qui hésite à se lancer ou qui vient de se lancer, j'offre toujours d'aider, si je peux, en tout cas d'être là parce que j'ai été moi-même aidé et je pense que c'est un métier extrêmement difficile de monter son entreprise. Seuls ceux qui l'ont fait savent à quel point c'est difficile de passer d'une vie relativement confortable, souvent, pas toujours, dans des grands groupes où on a toute une série d'aides, hein, on a des supports logistiques, financiers, légaux, etc., de se retrouver à devoir tout faire et tout gérer, c'est très difficile. Et donc, dès que je peux partager mon expérience avec des entrepreneurs, des gens qui j'ai parfois aussi des gens qui hésitent à se lancer et je les mets toujours en garde sur la difficulté, mais aussi, et ça c'est ma situation aujourd'hui, j'ai énormément de chance quand les choses finissent par marcher. L'entrepreneuriat, c'est extraordinaire parce que justement, ça permet d'avoir une liberté incroyable, de travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler, d'adapter ses rythmes, on parlait du surf, d'adapter aussi son rythme de travail en fonction des autres activités de sa vie. Je suis un jeune papa, ça me permet aussi de m'adapter à la vie de ma fille de 3 ans, etc. Donc, je pousse les gens à prendre des risques, c'est extraordinaire de se lancer, je les mets en garde. En tout cas, ça a été mon expérience sur les difficultés que ça représente. Donc, il faut être prêt à y aller, il faut être prêt à avoir des challenges et des chocs, mais aussi le reward, comme on dit en anglais, la récompense est extraordinaire quand ça marche. Alors, votre société, Calogan Communities, vous nous avez dit un petit peu de quoi il s'agissait tout à l'heure. C'est une société, alors je lis, parce que moi j'ai peur de me tromper sur les mots, si vous voulez. C'est une société de courtage en matières premières énergétiques. Est-ce que, Absolument. comment expliquer ça en quelques phrases? Premier volet de la question. Deuxième volet de la question, Thierry, il doit y avoir une concurrence dingue dans ces métiers de courtage de matières Oui. premières énergétiques. Alors, d'abord, Mm. exactement le quotidien, en quoi consiste-t-il déjà? Oui. Alors, le courtage, ça veut dire concrètement qu'on facilite des opérations, des deals entre un acheteur et un vendeur. Et on est payé, quand le deal arrive, on est payé par un success fee, souvent et par l'acheteur et par le vendeur, de temps en temps uniquement par une des deux parties. Donc, faciliter, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre le marché, comprendre où sont les opportunités. Nous, on est spécialisé sur le physique, c'est-à-dire les cargos. Hein, ce n'est pas les D'accord, produits financiers. On en fait un d'accord. petit peu, mais on est spécialisé sur le physique. Donc, par exemple, en ce moment, avec cette horrible guerre en Ukraine, et ça a des conséquences énormes sur le marché de l'énergie, et on aide des clients à trouver des alternatives au gaz et au charbon russe. Donc, on va proposer, par exemple, sur le gaz, on va proposer des contrats de long terme avec des cargos, plusieurs cargos par an, parfois sur 5 ans, sur 10 ans, des gros contrats. Donc, on essaie de mettre en place, de trouver le vendeur, l'acheteur, et in fine, de finaliser le deal. Donc, c'est un métier très complet. Il commence par de l'origination, c'est-à-dire essayer d'analyser le marché et de comprendre où sont les opportunités. Et ensuite, c'est un peu technique. Il faut, souvent, on travaille sur ce qu'on appelle des term sheets, hein, des termes de transaction, le prix, le volume, la durée, etc., les spécifications. Et on essaie de clôturer des transactions comme ça. Et on le fait donc en ce moment sur l'ensemble, à part le pétrole, on n'est pas sur le pétrole, mais on fait du gaz, on fait du charbon, de l'électricité, tous les crédits carbone et la biomasse dont je parlais. Donc, c'est les pellets de bois qui se développent également énormément. Et oui, il y a une concurrence féroce, vous avez Ouais. raison, mais moins sur cette partie physique qui est très technique. Nos interlocuteurs, ce sont des traders ou des acheteurs ou des producteurs, souvent assez expérimentés. Hein, c'est un marché où je me sens moins vieux que dans d'autres occasions, alors que la concurrence est surtout sur le brokerage et le courtage financier, des produits financiers, où là, effectivement, il y a toutes les grosses boîtes de courtage. Sur la partie physique, on a évidemment des concurrents, mais c'est un peu moins concurrentiel.
Et qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est la qualité dont vous ne pouvez pas faire l'économie pour être justement différent de la concurrence et donc battre la concurrence? Vous qui êtes un sportif, ça vous parle? Oui. Alors, écoutez, c'est compliqué, hein. Les recettes du succès, c'est toujours. Je dirais plusieurs choses. Il y a évidemment le fait que je suis là, je suis présent, actif dans ce secteur depuis longtemps. Ça aide puisque j'ai des contacts qui remontent à des années et des années. Dans la manière de travailler, je pense que c'est très important d'abord de travailler beaucoup, d'être là, d'être présent sur le marché. Je parlais de notre activité de recherche, ça nous aide beaucoup, ça nous donne beaucoup de crédibilité puisqu'on on essaye de comprendre en tout cas où va le marché, où vont les prix de marché. En termes plus personnels, je dirais que c'est très important d'être dans ce rôle de facilitateur. On n'est pas la personne qui, in fine, va faire le deal et va prendre le risque. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Il faut une approche aussi très honnête, très transparente avec les clients. On peut perdre une opération, mais en revanche, moi, ma priorité toujours, c'est de ne pas perdre le client. C'est-à-dire que si l'opération ne se fait pas, ce n'est pas grave. En revanche, il faut que les clients, qui sont des gens souvent très exigeants, on parle des grands groupes de l'énergie, des grosses utilities, des grosses trading houses, des gros producteurs d'énergie, c'est des gens avec qui il faut qu'ils soient contents de la manière dont ça s'est passé. Donc, il faut être extrêmement transparent. Quand il y a un problème, il faut le dire. Toutes ces vertus, je dirais que j'avais moins à un plus jeune âge. Donc, ça aide d'avoir un peu d'expérience. Voilà, je dirais oui, la disponibilité, beaucoup de travail, connaissance du marché et une personnalité un peu particulière de souplesse et d'intelligence émotionnelle, je dirais, avec les clients. Alors Thierry, on va dresser le portrait financier maintenant de Cadogan Commodities. Il nous reste un petit peu plus de 3-4 minutes, disons. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Cadogan Commodities? Quels sont les chiffres, Thierry? Alors, on a la chance d'avoir une entreprise qui se développe. On a depuis 3 ans quasiment doublé chaque année notre chiffre d'affaires, ce qui est extraordinaire. Donc, on est vraiment dans une période où on recrute, on se développe. Donc, c'est très satisfaisant. Les chiffres, ils sont assez confidentiels. Pas pour nous. Pas pour nous. Mais disons que ce qui est important de comprendre, c'est que dans le courtage, nous n'avons pas besoin de prendre de risques. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une balance sheet. Oui. Et donc, si vous voulez, la plupart des revenus que nous avons, les coûts en face sont limités. Donc, c'est vrai, c'est une structure financière un peu particulière. Ça pourrait changer, on peut évoluer, mais pour l'instant, le modèle, c'est un modèle où on développe du chiffre d'affaires sur les 2 activités, brokerage et recherche. Et on n'a pas d'investissement, si vous voulez. On n'a pas, vous parliez tout à l'heure de participer dans d'autres, investir dans d'autres startups. C'est le modèle pour lequel on a. Mais on a des projets, on réfléchit à lancer une plateforme électronique, il y a des choses comme ça sur lesquelles on pourrait investir. En termes de gens qui travaillent avec vous, j'imagine qu'on a beaucoup de gens qui sont extérieurs, qui sont d'une certaine manière, nous on appelle ça freelance dans le journalisme, mais qui ne sont pas des gens salariés chez vous. Oui, absolument. Alors, je vous parlais de mon anecdote, là, quand les choses ont commencé, très bien commencé pour moi, là, il y a quelques années. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai commencé à avoir des premières transactions. Je vous disais que j'avais fait l'erreur de recruter trop vite et j'ai appris de ça. Donc, on est très prudent sur les coûts. Donc, on a une petite équipe, mais on a effectivement, exactement comme vous le décrivez, on a dans le monde entier, on n'a pas pour l'instant pas les moyens d'avoir des bureaux dans toutes les grandes zones du monde, que ce soit aux États-Unis, en Asie. Donc, on aime travailler avec des freelances, des gens qui nous apportent du business, qui ont eux-mêmes des très bonnes connexions, une bonne compréhension des marchés là où ils sont. Et donc, on a une quinzaine de personnes comme ça avec qui on a signé des accords exclusifs ou pas exclusifs. Il y a toutes les formules où ils nous amènent des opérations. Et pour moi, c'est aussi une manière de recruter parce que c'est une manière de tester la relation et ensuite peut-être d'avoir quelque chose d'un peu plus engageant comme des salariés. Mais je le disais, on est en train de recruter, on est en train de regarder pour faire grossir l'équipe puisque l'entreprise grossit, le nombre de produits qu'on suit également progresse. Donc, on est en train prudemment de regarder à s'agrandir. Deux questions, Thierry. Première question,
qu'attend de l'avenir le fondateur de Cadogan Commodities? Qu'est-ce que vous en attendez de votre société et qu'est-ce que vous attendez qu'elle fasse de vous comme entrepreneur? C'est pas très bien formulé ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez dû comprendre l'idée. Oui. Alors, nous, notre vision, c'est de continuer à se développer. Comme je le disais, on a commencé au tout début sur le charbon physique. On est maintenant actif sur beaucoup d'autres énergies et on voudrait continuer à se développer parce que ce qu'on a remarqué, c'est que l'approche qu'on avait sur un secteur s'appliquait assez bien à d'autres produits et donc on a un peu la même méthode de travail. Donc, ça donne envie de se développer. Sur la recherche, pareil, on a commencé sur la recherche sur le charbon dans le monde, le marché mondial du charbon et on a maintenant 4 rapports que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on veut continuer à progresser, à avancer. Il y a au niveau personnel aussi l'envie de transmettre, donc l'envie d'avoir peut-être des gens autour de moi de manière plus intégrée et peut-être transmettre puisque j'ai passé la cinquantaine et je pense déjà à la suite et donc j'ai envie d'avoir, j'ai déjà quelques jeunes, hein, mais j'aimerais avoir de plus en plus une équipe un peu plus jeune autour de moi et transmettre et passer le témoin. Je dirais que au fond de moi, j'ai jamais eu de regrets parce que j'ai toujours eu la flamme, mais pour les proches, c'est difficile. Hein, pour la famille, il y a eu des moments un peu difficiles, hein, des moments où il faut adapter son niveau de vie en disant, ben là, non, les vacances, c'est plus au même endroit, c'est plus les mêmes, etc. Donc, il y a eu des moments difficiles. J'ai passé, voilà, à un moment, clairement, on passe un cap où ça devient extraordinaire parce qu'on a à la fois la sécurité financière qu'on avait avant en tant que salarié et la liberté et la capacité à faire ce qu'on a envie de faire. Mais il y a eu des moments difficiles. C'est pour ça que c'est un message que je passe aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Il y a des moments très difficiles, je vais pas le nier. Vous avez raison de passer ce message, Thierry, parce que c'est une des finalités, un des buts de cette émission, c'est effectivement de susciter des vocations chez des entrepreneurs ou d'aider ceux qui ont déjà cette vocation en eux, en leur donnant des conseils. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Thierry. Merci Eric, avec plaisir. Et bonne continuation. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. French Boss vous a été présenté par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA est offert sur le campus américain de Schema, site à Raleigh, en Caroline du Nord, où les étudiants ont l'opportunité d'obtenir un double diplôme en partenariat avec la prestigieuse North Carolina State University. Ils peuvent également passer un ou plusieurs semestres sur les autres campus de Schema au Brésil, en Chine, en France et en Afrique du Sud. Schema propose aussi de nombreux diplômes de master avec plus de 30 spécialisations offertes sur l'ensemble de ses campus. Prêt pour des études et une carrière à l'international ? Postulez à Schema pour l'automne 2022, dès aujourd'hui.